Bien, merci, bonjour à toutes et à tous. Merci d'abord, je crois, pour ces temps d'échange qui font du bien dans cette campagne électorale présidentielle où parfois la capacité à discuter, à débattre de façon contradictoire, mais vous savez, pour être issu d'une famille politique qui part du principe que la contradiction, la dialectique fait avancer le monde, je crois que cela ne nous fait pas peur et qu'au contraire, nous en avons besoin. Je veux, y compris avant de commencer, avoir une pensée pour aujourd'hui tous les élus locaux, toutes les collectivités territoriales et les intercommunalités, les métropoles prennent toute leur place dans cet effort pour la solidarité qui s'exprime aujourd'hui de partout dans notre pays avec le peuple ukrainien, de la solidarité pour venir en soutien aux réfugiés aux frontières, mais aujourd'hui de plus en plus en solidarité pour pouvoir accueillir de plus en plus de réfugiés. Je vais maintenant rentrer dans le vif du sujet, dans un temps imparti, et j'ai cru comprendre que même si j'étais la seule femme à m'exprimer devant vous aujourd'hui, je n'aurais pas le droit à déroger à cette règle des 7 minutes imposées, et cela est bien normal. Tout d'abord, peut-être dire que nous sortons d'un quinquennat qui a connu une histoire parfois tendue, compliquée, conflictuelle avec les élus locaux et je reviendrai sur un exemple qui a été certainement très marquant pour chacune et chacun d'entre vous, qui a été ce que nous avons appelé les contrats de Cahors et qui finalement en dit long sur la vision d'une République qui affirme dans sa Constitution la volonté d'être décentralisée, mais qui, dans les faits, dans la pratique, ne l'est pas, et qui est toujours finalement animée d'une dualité entre un pouvoir central qui dit vouloir donner de plus en plus de liberté locale, mais qui, tout en donnant des libertés locales, cherche par des voies parfois plus ou moins détournées, en tout cas à les contraindre et à les faire rentrer toutes et tous dans un même moule, dans un même objectif. Or, et là encore, l'actualité récente l'a démontré, tant la crise des Gilets jaunes que la crise sanitaire, il y a des réalités territoriales, il y a besoin d'une adaptabilité. Dire cela, ce n'est pas remettre en cause les principes de la République. Et nous sommes attachés, Fabien Roussel le rappelle aussi souvent que de besoin, oui, nous avons besoin d'une République une et indivisible, d'une République qui fasse que chacune, chacun, quelle que soit sa condition sociale, territoriale, ait accès aux mêmes droits. Pour répondre à cet objectif, à cet engagement politique, nous avons en revanche besoin d'adaptabilité, bien évidemment, des politiques publiques, la même loi pour tous, des politiques publiques adaptées, territorialisées. Et puis, je veux sortir du débat entre les uns et entre les autres. Il y a aujourd'hui dans notre pays plus de 15 millions de Français et de Françaises qui sont, je les qualifierai ainsi, les exclus de la République. Celles et ceux pour qui les grandes missions régaliennes, que sont l'école, que sont l'emploi, la santé, la justice, mais aussi la sécurité et la tranquillité publique, chacun selon sa famille politique utilisera le terme qu'il veut, mais à la fin, nous y mettrons le même sens. Eh bien, plus de 15 millions de personnes aujourd'hui en sont exclues et n'y ont pas accès. Ces femmes et ces hommes, ils habitent aussi bien dans les quartiers populaires des plus grandes métropoles de notre pays que dans les zones les plus rurales, que dans nos territoires ultramarins. Et donc, nous ne voulons pas opposer les territoires. Nous ne voulons pas dire qui a plus raison, qui est le plus en urgence pour répartir des deniers publics. Mais nous disons qu'il y a une exigence collective à faire en sorte que dans ces territoires, dans ces quartiers, dans ces zones rurales, la République cesse de reculer et que la République puisse être conquérante. Alors certains diront, mais combien ça coûte ? Parce que oui, quand on gère l'État, il y a aussi la question des finances publiques bien évidemment de l'État et de celles des collectivités territoriales. Je ne vais pas dérouler ici tout le programme de la fiscalité, mais comme Fabien Roussel a encore quelques passages médias et quelques grands meetings dans quelques grandes villes de notre pays, je vous inviterai bien évidemment à le rejoindre. Mais pour le dire plus rapidement, bien évidemment, une véritable refonte de la fiscalité qui doit profiter aux collectivités également, et puis une lutte contre l'évasion fiscale qui doit permettre des ressources nouvelles pour notre pays, et non pas une théorie du ruissellement, mais en tout cas une meilleure répartition et une refonte totale
ce que nous qualifions, ce que nous appelons, la DGF. Parce que, je le disais, ces inégalités, elles sont fortes. Il y a donc besoin de prendre à bras le corps ces questions du logement, de la formation, ces questions de mobilité, et plus largement, et nous le voyons peut-être avec cette crise du pouvoir d'achat qui explose à la figure de tout le monde, ce besoin de bien vivre partout là où nous habitons. Je finirai sur l'exemple de la politique de la ville, parfois décriée, très insuffisante, et à l'initiative des élus qui ont signé l'appel de Grigny, de mon ami Philippe Rio est maire de cette ville. Oui, nous prenons l'engagement de doubler ce budget-là et de nous inspirer de ce qu'a fait la politique de la ville pour le dupliquer sur les autres territoires. Je crois que la politique de la ville, il le dit avec beaucoup d'humanité, c'est une politique à 360 degrés. Une politique dans laquelle l'on met l'ensemble des acteurs, des citoyens, des usagers, de l'État, de la commune, de l'interco, du département, de la région, et on n'oppose pas les uns les autres, mais autour d'une table, eh bien, on se dit, face à des problématiques réelles, ce que chacun peut mettre et comment est-ce que l'on répond aux besoins. Alors, il y a besoin aujourd'hui de plus d'argent pour pouvoir répondre à ces défis-là, mais il y a, je crois, tout simplement besoin de retrouver cette agilité de politique publique qui partent des réalités, qui soient beaucoup plus ascendantes pour tout simplement parce que notre objectif commun, et nous sommes toutes et tous des élus locaux et des élus politiques, tout simplement répondre aux besoins des femmes et des hommes qui vivent et travaillent sur nos territoires. Et je rends 10 secondes. Je vous remercie. Merci. Et puis maintenant, c'est notre collègue Virginie Carolo-Luttrot, qui va vous poser les 3 questions annoncées. C'était top, 10 secondes, ça m'a permis de monter sans mettre tout le monde en retard. Vous avez évoqué des relations conflictuelles avec l'État sur ce dernier mandat. Est-ce que vous pouvez aller un petit peu plus loin et puis finalement nous en dire plus sur peut-être un nouvel acte de décentralisation auquel vous pourriez appeler dans le cadre de cette campagne ? Je réponds une à une ou vous me faites les 3 et... Une par une. Non, comme j'avais en fait déjà les questions à l'avance, il y a des choses que je n'ai pas dit pour y répondre après. Oui, alors, il y a toujours besoin de nouvel acte. Chaque quinquennat commence par un nouvel acte de décentralisation et en fait, on ne le voit pas arriver à la fin. D'abord, le nouvel acte de décentralisation ne se comptera pas par un projet de loi en nombre d'articles. Donc, on peut faire des lois avec plus de 250 articles à l'issue de la lecture parlementaire. Ce n'est pas ça, j'en suis convaincue, qui répond aux besoins des collectivités qui doivent le gérer. Le premier des actes, c'est, je le dis, et peut-être vous en jugerez comme vous voudrez, c'est peut-être pas assez politique, le premier des actes, c'est de redialoguer les uns avec les autres. C'est de reprendre, non pas le rôle et la compétence de chacun pour dire « toi tu fais ça, moi je fais ça » et on ne se parle plus, mais bien au contraire, de se dire « réunissons et reconstruisons ensemble le projet dont nous avons besoin ». Et je le disais, un nouvel acte de décentralisation, c'est quoi ? C'est redonner cette capacité, cette marge de manœuvre financière, cette capacité à agir, mais aussi avec un État mieux présent dans nos territoires pour sécuriser l'action des élus plutôt que de la contrôler. Moi, je pense que c'est cela qui... Quand je dis moi, excusez-moi, je parle au nom de Fabien Roussel, mais bien évidemment, c'est cela que nous portons. Vous savez, nous sommes issus d'une famille politique qui, avant même les premières lois de décentralisation, avec d'autres, bien évidemment, ont su innover en créant les colonies de vacances, les centres de vacances, la tarification sociale dans les cantines. La loi, elle ne fait pas tout. Par contre, il y a besoin d'un État qui réaffirme que oui, les élus locaux ont cette capacité, cette agilité à mener ce qui, au quotidien, répond aux besoins de nos concitoyens. Pardon, je me suis un peu... Non, mais il y a beaucoup de convictions. En tout cas, pour aller un petit peu plus loin dans l'organisation territoriale, est-ce que vous pouvez nous dire clairement, concrètement, quelle place vous donnez aux grandes villes, aux intercommunalités, auprès des départements et des régions demain ? Bien, on va rentrer dans le dur. D'abord, les grandes villes, elles existent, elles ont toujours existé, et notre pays, on n'est pas là pour faire des cours d'histoire, y compris depuis
même le Moyen-Âge s'est construit autour des villes et du développement économique de celles-ci à travers les grandes foires qui ont compris structurer les grandes routes dans notre pays. Et vouloir le nier serait une aberration. Les grandes universités, à travers le temps, compris parfois avec des rapports très conflictuels avec le pouvoir central ou le pouvoir en place, mais qui font, je crois, la force de la France. Donc, comme je le disais, la question n'est pas d'opposer, mais bon, on a tous vécu la même histoire, et comme chacune et chacun, en tout cas pour certains, connaissent aussi mes votes, je crois que la question n'est pas de solutionner aujourd'hui l'organisation de la France en disant on renforcera demain le pouvoir des intercommunalités au détriment de celui des communes. Je demeure convaincue que nous avons besoin d'intercommunalités qui fassent sens et qui surtout donnent sens aux élus qui la composent. Et donc, il nous faut aujourd'hui réaffirmer ces faits, mais oui, pour une intercommunalité de coopération, une intercommunalité de projet, pour un urbain qui ait toute sa place, qui n'est pas un urbain qui capte les richesses d'un territoire à son seul profit, d'un urbain qui n'affirme pas vouloir faire du ruissellement qui ne marche pas, mais d'un urbain qui est en coopération, en interaction. Peut-être que les défis alimentaires qui sont devant nous, d'ailleurs, vont nous amener à repenser un peu plus, de façon un peu plus solidaire, en tout cas apaiser ces discussions, parce que si je prends la question de l'alimentation, eh bien, quel que soit le lieu où l'on habite, et plus l'on est en ville, plus on a besoin de manger des produits qui ne sont pas produits en hyper proximité. Et donc, on voit là tout l'enjeu de la complémentarité, plutôt que celui de la compétitivité entre les territoires. C'est très clair. Vous avez évoqué tout à l'heure le traumatisme du pacte de Cahors et vous avez mis l'accent sur les problématiques de finances locales. Est-ce qu'on peut avoir vos propositions concrètes en matière aussi de fiscalité locale ? Alors, en matière de fiscalité, 3 choses. Tout d'abord, je reviens d'abord sur la DGF avant de parler de fiscalité. Nous proposons l'indexion sur l'inflation de la DGF pour éviter de vivre ce que tout le monde est en train de vivre. Deuxièmement, une loi de programmation à l'égard des collectivités territoriales. On sait le faire en matière militaire. Je pense qu'on doit avoir l'ambition et la capacité à le faire en matière de collectivité locale. Et puis, bien évidemment, en matière de fiscalité locale, redonner du pouvoir fiscal, tant dans l'assiette que dans l'assiette des impôts locaux que dans le taux. Pourquoi ? Parce que, en fait, l'impôt, ce n'est pas quelque chose de mal. L'impôt, c'est ce qui lie le citoyen avec la politique publique. Et donc, si l'on veut, y compris, je ne dis pas que c'est ça qui va tout régler demain. Vous savez, aujourd'hui, on fait tous le constat de l'abstention qui explose élection après élection. Mais à un moment donné, retisser ce lien, c'est redonner du sens. Redonner du sens à des élus qui ne sont pas des gestionnaires de collectivités où finalement, qui que ce soit, à la fin, le bus, il passe quand même toujours en bas de chez soi, mais que l'on redéfinisse des projets d'aménagement du territoire. Et pour cela, l'impôt est indispensable. Et c'est lui qui redonne aussi ce sens politique entre les électrices, les électeurs, les habitants d'un territoire et les élus qui administrent ce territoire. Merci. Je suis certaine que vous avez lu l'ensemble des propositions de nos 2 associations. Vous pouvez rebondir sur l'une d'entre elles ou, au choix, un sujet que vous souhaitez compléter et aborder devant nous maintenant. Alors, je vais un peu sortir de vos propositions que j'ai reçues et que j'ai examinées, mais parce que je pense qu'il y a quelque chose qui fait débat, et comme on m'a dit que vous aviez bien évidemment toutes et tous écouté les propos de Fabien Roussel devant Territoires Unis la semaine dernière, je veux revenir sur cet enjeu de démétropoliser la France, parce que je crois qu'il n'y a pas de tabou à avoir entre nous, et il faut pouvoir se dire les choses. D'abord, je crois que quand nous disons cela, c'est quoi ? C'est tout simplement réaffirmer que, contrairement à ce que nous avons vécu ces dernières années, un territoire, d'abord, il ne se construit pas en opposant les uns aux autres, les femmes et les hommes entre eux, les territoires entre eux, parce que vouloir démétropoliser la France, c'est tout simplement repenser les équilibres financiers, les équilibres politiques dans la capacité à administrer, à faire et à mettre en œuvre les politiques publiques, et finalement d'avoir une France dont parfois le sentiment, et là je ne juge pas, mais nous le vivons auprès de nos concitoyennes et de nos concitoyens, un sentiment que ce seraient les gens des villes qui imposent leur mode et leur façon de vivre à toutes et à tous. Et comme je le disais, peut-être parce que nous portons l'idée des jours heureux et de cette France du bonheur, et donc sans naïveté bien évidemment dans mes propos, mais ce besoin de rééquilibrer, de repenser. Et dans ce rééquilibrage, moi je n'ai jamais fait partie
de ceux qui privilégieront la commune, l'intercommunalité, le département ou la région. Et donc parfois, oui, je suis agacée quand, c'est souvent d'ailleurs plus en fin de journée qu'en milieu d'après-midi, dans des débats législatifs, tout le monde cherche à récupérer pour qui, pourquoi. Je crois que nous avons su par le passé faire la démonstration qu'au-delà de compétences exclusives, nous savons collectivement, dans l'intelligence, et je le disais, au-delà des CTAP qu'on veut nous imposer aujourd'hui, travailler de façon harmonieuse. Et quand on retrouve la confiance, on sait travailler ensemble. Je vous remercie. Merci beaucoup. On va quand même vous remettre à nouveau nos propositions pour la petite photo. Je vais mettre de ce côté. Voilà. Première partie.